Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une ce mercredi 6 mai. Le traditionnel conseil des ministres tenu en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont évoqué, entre autres, la dérogation aux dispositions du Code des marchés publics, les opérations de passation du marché, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le plan de riposte contre le coronavirus. Ceci, mais quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan. Ce mercredi, on dénombre 52 nouveaux cas portant à 1516 le nombre de personnes contaminées, dont 721 patients guéris, 777 cas actifs à ce jour. Le ministère de la Santé prévoit 13 centres de dépistage du Covid-19. Ceux de Koumassi, Makori, Trècheville, Yopougon et Cocody sont opérationnels. Mais quelle est l'affluence dans ces centres? Le dépistage volontaire, selon les chiffres, est en nette progression. Chacun de ces centres reçoit en moyenne une centaine de personnes. Quel est le sort des enfants de la rue en cette crise sanitaire alors que l'État ivoirien a décrété un couvre-feu, l'une des mesures prises contre le coronavirus? Où sont logés les enfants de la rue? Comment vivent-ils? Quelles actions pour leur prise en charge? Éléments de réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi le traditionnel conseil des ministres en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement ont évoqué notamment la dérogation aux dispositions du Code des marchés publics, les opérations de passation des marchés, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus. Le reportage de Awa Touré. 2 mois après son déclenchement, le Conseil des ministres, ce mercredi 6 mai, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a fait le point sur la mise en œuvre du plan national de riposte contre la maladie à coronavirus. L'évaluation de la mise en œuvre du plan national de riposte au 30 avril 2020 met en relief les observations ci-après. La séquestration de l'épidémie à Abidjan, épicentre de l'épidémie avec 98% des cas confirmés. En effet, depuis le 21 avril 2020, aucun autre cas confirmé n'a été signalé à l'intérieur du pays. L'augmentation du nombre de tests en moyenne 300 par jour, soit plus de 9200 tests, avec une prévalence de la maladie variant entre 10% et 20%. La décentralisation du diagnostic biologique par l'intégration de nouveaux laboratoires dans le circuit de diagnostic. L'ouverture de sites d'accueil et de dépistage, notamment ceux de Cocody-Saint-Jean, Makori Cap-Sud, Trècheville-Gare de Bondoukou, Yopougon BAE, avec une approche de dépistage ciblée sur les patients symptomatiques, les sujets contacts et les populations vulnérables. La référence systématique à Abidjan des patients dépistés à l'intérieur du pays. L'équipement des sites de prise en charge en unités de soins intensifs en cours. Toujours dans le cadre du plan national de riposte à la pandémie à coronavirus, le Conseil a autorisé une dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard en matière de marchés et commandes publiques. Cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et autres commandes de l'État à compter du 6 avril au 6 juillet 2020 en vue d'aider les entreprises à sauvegarder l'outil de production et les emplois. Le montant des marchés approuvés à fin mars 2020 s'élève à 58,6 milliards de francs CFA contre 170,5 milliards de francs CFA à la même période en 2019, soit une baisse de 65,6%. En nombre, 185 marchés ont été approuvés au premier trimestre 2020, contre 516 à la même période en 2019, soit une baisse de 64,1%. Cette tendance à la baisse observée globalement dans les opérations de passation de marché public au premier trimestre 2020 s'explique par les retards observés dans la finalisation des formalités liées au basculement en mode budget-programme et au développement du nouveau système d'information budgétaire. Toutefois, la part des marchés attribués aux PME
est passé de 10,4% à fin mars 2019 à 18,7% à fin mars 2020, soit une hausse de 8,3 points. Le Conseil a par ailleurs examiné les résultats de l'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il ressort globalement de cette évaluation nationale un risque faible, quasi inexistant, pour la prolifération des armes de destruction massive en raison des moyens financiers énormes que requiert la possession de ce type d'armes. Toutefois, les risques de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux existent du fait notamment de l'intensité des mouvements transfrontaliers et des insuffisances des contrôles sur les flux financiers dans certains secteurs tels que celui des entreprises et professions non financières désignées. Et puis l'Association internationale de développement AID va financer à hauteur de près de 21 milliards de francs CFA le projet de riposte au Covid-19 et de renforcement de la capacité de préparation du système de santé aux épidémies. Et la Côte d'Ivoire reste mobilisée pour gagner la bataille contre le Covid-19. Le pays mise sur la sensibilisation et la RTI fait sa part. Le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire est attendu par tous. Qu'en est-il à ce jour? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan. Ce mercredi, on dénombre 52 nouveaux cas portant à 1516 le nombre de personnes contaminées, dont 721 patients guéris, 777 cas actifs. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Eugène Aka Awele, au micro de Didier Nguessan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 6 mai 2020, 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 497 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1516 cas confirmés, dont 721 personnes guéries, 18 décès et 777 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 6 mai 2020 est de 11 945. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Nous constatons une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, surtout ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le Centre national de transfusion sanguine connaît également une baisse de plus de 70% du nombre de prélèvements. Nous invitons la population à aller donner son sang pour sauver des vies, notamment des femmes enceintes et des enfants. En effet, j'informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
Continuons de respecter les mesures barrières. Le coronavirus se propage et touche plusieurs pays. Ce mercredi 6 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 2719 cas confirmés, 18 décès. Au Bénin, 96 cas confirmés, 2 décès. Au Togo, 631 cas confirmés, 32 décès. Au Libéria, 178 cas confirmés, 20 décès. Le continent africain enregistre au total 51 824 cas confirmés, 1956 décès. L'Europe, 1 362 875 cas confirmés, 145 123 décès. L'Amérique, 1 611 798 cas confirmés, 93 312 décès. L'Asie, 770 056 cas confirmés, 22 347 décès. Dans le monde entier, on dénombre 3 805 905 cas confirmés avec 262 878 décès. Les actions se multiplient pour endiguer le Covid-19 dans le Grand Abidjan, qui reste l'épicentre de la pandémie. Des points positifs à souligner dans la lutte, ils ont été relevés par le porte-parole de la police nationale ce mercredi au point presse du gouvernement. Il s'agit notamment de la réglementation en vigueur dans le secteur du transport qui s'intensifie. Des masques sont distribués et plus de 8000 véhicules de transport ont été enquêtés, comme nous l'explique Gabriel Zani. Avec 1464 cas confirmés de Covid-19, dont 745 cas actifs, 701 guéris et tous évoluant dans le Grand Abidjan et périphérie, la Côte d'Ivoire est encore bien loin de la progression rapide de la pandémie sur son territoire. Mais ce n'est pas un laisser-passer pour le relâchement. Il faut contenir le coronavirus dans son épicentre et à court terme l'éradiquer, selon le porte-parole du ministre de la Santé, au point presse régulier du gouvernement. Tous les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis quelques jours proviennent du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie dans notre pays. Ces données montrent la progression du Covid-19 dans le Grand Abidjan et la faible létalité grâce à l'action conjuguée des professionnels de la santé et de tous les acteurs clés de la riposte qui est à saluer. Le ministère de la Santé et du Hygiène publique rappelle que le virus est toujours actif dans notre pays et dans le Grand Abidjan, malgré les résultats encourageants concernant le nombre toujours croissant de guérisons de malades infectés et la faible létalité. Tous les moyens prouvés qui permettent à l'endiguer efficacement sont à promouvoir, dont les mesures barrières. Le défi est aujourd'hui de contenir la progression de la maladie. Et pour cela, ce n'est pas trop de rappeler que le port du masque est nécessaire. Le ministère de la Santé et du Hygiène publique veut ici rassurer les populations que le port du masque est sans danger. La fabrication des masques obéit à des normes selon qu'ils soient à usage sanitaire ou non, et selon le degré d'exposition aux facteurs de risque. Il peut y avoir des sensations de vertige ou d'inconfort quand on n'est pas habitué. Il ne s'agit là que d'une simple sensation sans aucun impact réel. Les chirurgiens, tout comme les dentistes, les portent depuis des lustres dans leur pratique quotidienne. Les bénéfices qu'on en tire à le porter dans le contexte actuel sont plus importants que les éventuels inconforts ou risques qui pourraient survenir. Il est donc vivement conseillé de porter le masque que nous avons appelé de tous nos voeux et que le gouvernement nous met à disposition gratuitement. Les centres de dépistage des populations et d'accueil des malades sont opérationnels et se multiplient. Les contrôles policiers aussi, surtout dans le secteur du transport urbain où le plus souvent chauffeurs de taxi, de minicars sont réfractaires aux interdictions. Le suivi de la réglementation dans le milieu du transport dans le Grand Abidjan. Le point de la journée d'hier, 8183 véhicules mis en fourrière pour surnombre et donc non-respect de la réglementation en vigueur, 363, dont 68 véhicules particuliers et 295 véhicules de transport. Parallèlement à cela, nous faisons aussi de la sensibilisation. Ont été distribués au total dans la journée d'hier 410 masques. En dépit du nombre sans cesse croissant des individus interpellés pour violation du couvre-feu, l'on peut se réjouir cependant du regain de la nécessaire collaboration de nos compatriotes avec leurs forces de défense et de sécurité, qui induit avec éloquence l'accroissement du nombre d'assistances à personnes en détresse pendant le couvre-feu. Des adhésions à la réglementation en vigueur encourageantes.
pour le Grand Abidjan qui recense toujours des cas de contamination par le Covid-19. Sur 170 échantillons prélevés dans la journée du mardi 5 mai, 32 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, également au front contre le Covid-19, a reçu ce mercredi au nom du Premier ministre les acteurs du secteur privé. Au menu, la question de la préservation de l'emploi dans le contexte difficile lié à la pandémie du Covid-19. Il convient de rappeler qu'à ce jour, et selon les statistiques, quelques 25 000 emplois sont menacés et ces chiffres officiels risquent de s'alourdir si rien n'est fait. Les discussions qui ont commencé aujourd'hui se poursuivront donc ultérieurement afin de convenir des mesures essentielles prises pour le secteur privé. Et justement, cette crise sanitaire, connaître son statut permet d'être rassuré et de protéger son entourage contre ce virus mortel. Le ministère de la Santé prévoit 13 centres de dépistage. Ceux de Koumassi, Makori, Treichville, Yopougon et Cocody sont opérationnels. Mais qu'en est-il de l'affluence? Selon les chiffres, le dépistage volontaire est en nette progression et chacun de ces centres reçoit en moyenne une centaine de personnes, comme nous le dit Didier Nguessan. Centre de dépistage du Covid-19 à Koumassi. Ces échantillons recueillis la veille sont acheminés à l'Institut Pasteur. Ce matin, ces habitants de la commune viennent se faire dépister. Non, je n'ai pas de symptômes, seulement que je voulais connaître mon statut pour mieux préserver ma famille. C'est pourquoi je suis là ce matin. Si je sais que je suis porteur, je me mets à l'écart pour laisser ma famille en paix. Mais si je ne sais pas que je suis porteur, étant avec la famille, je suis en train de contaminer la famille sans le savoir. Comme j'ai appris qu'il y a un centre ici, et que c'est les hommes âgés, ça prend plus souvent. Ils sont plus que 60 ans. Donc il faut que je vienne voir aussi, effectivement. Ils préfèrent venir me dépister pour être rassuré. Quand on connaît son statut, ça permet de sauver les autres. Parce que si vous êtes positif, vous êtes pris en charge, ce qui permet d'épargner votre famille. Et si vous êtes négatif, vous allez redoubler de vigilance pour rester négatif. De l'enregistrement à l'isolement, en passant par la consultation et le prélèvement, les agents de santé sont sollicités. Ils accueillent en moyenne 100 personnes par jour. Quand on finit avec l'enregistrement, on les conduit au bureau du médecin qui va leur poser quelques questions sur ce pourquoi ils sont venus, s'ils ont des signes ou bien s'ils sont venus d'eux-mêmes. Quand on finit de les prélever, les patients rentrent chez eux normalement. À Makori, deuxième commune la plus impactée en termes de nombre de cas confirmés, ce centre de dépistage ne désemplit pas. Ce candidat au dépistage est asthmatique. Il fait partie des personnes vulnérables et préfère connaître son statut. Mais il n'arrive pas à dormir de tout le matin. La présence des centres de dépistage de proximité n'est pas connue de tous les riverains. Je sais que non, il y a un centre de dépistage à Yopougon, mais à côté de moi ici, là, non. Là, je ne sais pas. Qui serait pour pouvoir me dépister là, pour savoir si j'ai ça ou bien pas ça? Je sais que la maladie existe, je sais que ça fait des ravages. Je vais me faire dépister pour voir si c'est... Voilà, donc je suis prêt. À Yopougon, la jeunesse mise sur la sensibilisation pour un dépistage massif des populations. Nous avons passé l'information à tous nos présidents des quartiers, qui sont nos premiers collaborateurs dans les sous-quartiers de Yopougon, leur demandant de sensibiliser les populations dans leurs différents sous-quartiers et quartiers pour que les populations de Yopougon, le plus grand nombre de personnes puissent venir faire le dépistage dans ce centre que nous attendions depuis belle lurette. Le message de prévention est passé auprès de ces personnes venues se faire dépister. La multiplication des centres de dépistage dans le district d'Abidjan rassure l'Organisation mondiale de la santé qui avait tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'une implosion des cas en Afrique. Cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire est en droite ligne des recommandations de l'OMS justement. Aujourd'hui, vous savez, face à la pandémie, la stratégie consiste à considérer 4 choses. Tester, confiner, traiter et gérer les contacts. C'est l'occasion d'encourager donc la population à fréquenter, à utiliser ces centres qui sont dans nos quartiers et qui nous sont dédiés pour que nous arrivions non seulement à nous protéger nous-mêmes, mais à protéger notre entourage et à aider l'État de Côte d'Ivoire à arriver, n'est-ce pas, à un résultat qui permette une maîtrise de cette épidémie. C'est à ce prix seulement que nous retrouverons donc notre vie normale. Le ministère de la Santé ouvrira à terme
une dizaine de centres de dépistage dans le district d'Abidjan. Les centres de santé, les centres de dépistage sont ouverts. L'école, pour le moment, est fermée. Pour autant, les cahiers restent ouverts. Les élèves ne sont pas du tout en vacances. Il faut assurer la continuité des cours malgré le coronavirus. Mais comment vérifier que les apprenants suivent bien les leçons dispensées? Une équipe du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sillonne actuellement plusieurs communes du district d'Abidjan. On fait le constat avec Franck Kouadio. 3 semaines après le lancement du programme éducatif Mon école à la maison, une mission d'évaluation sur l'impact de ces cours à distance, crise du coronavirus oblige, est organisée par la tutelle. Une visite de terrain donc dans plusieurs communes d'Abidjan. Nous sommes à Trècheville. La directrice des écoles, des lycées et collèges conduit l'une des délégations. Ces élèves, en classe de 3e, disent travailler en groupe en s'inspirant des cours suivis depuis les différents supports médias. Je suis le cours en ligne avec mes amis et nous nous regroupons ici pour étudier tous ensemble. Travailler ensemble, c'est bien, mais respecter scrupuleusement les mesures barrières, c'est mieux. Et ce n'est pas toujours le cas. La réalité, c'est donc rester à la maison, occasion donc de sensibiliser parents et enfants. Dans un groupe où ils sont plusieurs, parce qu'encadrés par un maître ou bien par un professeur, l'enfant est encore en danger. Or, l'État de Côte d'Ivoire veut faire en sorte qu'aucun enfant ne soit en danger. C'est pourquoi on dit qu'ils restent chez eux, l'école les trouve à la maison. Cocody, Yopougon, Grand Bassam et même Azaguié, tout le Grand Abidjan sillonné par les différentes équipes du ministère de l'Éducation nationale, des équipes supervisées par le directeur de l'animation et du suivi des COGES. Partout où nous sommes passés, les élèves, les parents et les enseignants que nous avons interrogés disent suivre effectivement les cours, aussi bien à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux. L'importance de ce programme est bien perçue. À partir de 15h, ils suivent les cours à la maison. Quand ils ont un petit bout de temps, ils sont là, ils suivent. Ils font les révisions, les livres, les lectures, les mathématiques. Ils font presque tous les petits devoirs. Ça nous donne l'exercice, ça nous donne le courage à étudier en classe. Ça nous pour les examens. À cause du coronavirus, nous ne pouvons pas aller à l'école. À Grand Bassam, Rosemond est en classe de terminale et elle a choisi le bord de la mer, mais aussi son téléphone portable pour mieux assimiler le programme qu'elle prend soin d'enregistrer. Percevoir l'homme comme objet de l'histoire. En second lieu, l'homme comme... Puisque nous avons demandé de rester à la maison, je suis venue quand même au village, près de mes parents. Mais malgré ça ne m'empêche pas de vraiment étudier. Grand Bassam, mais aussi Bingéville, à l'orphelinat Garçon, un exemple de bonne pratique. Les pensionnaires suivent les cours en respectant la distanciation de 1 mètre sous un préau. Un premier tour d'horizon, des conclusions et des perspectives pour l'amélioration de l'outil. Ils ont relevé quelques difficultés. Il s'agit de l'interaction entre enseignants et élèves. Et je pense que sur cet aspect, le comité d'élaboration des capsules est à pied d'œuvre pour mettre à la disposition un numéro vert qui puisse permettre aux élèves et aux parents d'élèves de poser des questions. Appel à suivre les différents programmes en ligne donc. Cette mission d'évaluation du programme de téléenseignement est pilotée par un comité technique impliquant le ministère de l'Éducation nationale et la Commission nationale pour l'UNESCO. Après Abidjan, cette mission vise cette semaine les villes de l'intérieur du pays. Ils sont aussi des enfants et leurs sont inquiètes plus d'un en cette crise sanitaire. Alors que l'État ivoirien a décrété un couvre-feu, l'une des mesures prises contre le coronavirus, où sont logés les enfants de la rue? Comment vivent-ils? Quelles sont les actions mises en œuvre pour leur prise en charge? Leur sort pendant et après cette pandémie préoccupe les associations. C'est Forazegui. Complexe socio-éducatif d'Abobo. Ces adolescents, une vingtaine, vivent ici depuis 1 mois. Ils ont été sortis de la rue suite à la crise sanitaire que vit le pays depuis le mois de mars. Ces jeunes gens bénéficient de formations sur la vie en société en général, l'entrepreneuriat et les métiers d'avenir. L'apprentissage d'un métier là, le temps peut varier. Tu peux connaître un métier en 6 mois. Tu peux connaître un métier en 2 ans. Mais c'est la patience.
Fréjus, 25 ans, vivait dans la rue depuis l'âge de 13 ans. Son rêve, devenir rappeur. Il compose depuis son bas âge des textes dans sa langue maternelle. Grâce au projet d'insertion et de protection des enfants de la rue initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dès les premières heures de l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce jeune homme voit son rêve en train d'être réalisé. Quand j'ai dit à mes responsables, je vais être artiste, ils m'ont envoyé des matériels pour m'adapter à ça, quoi. Comme ceux d'Abobo, d'autres enfants sont recasés au centre socio-éducatif d'Adjamé. Ici, l'âge varie entre 10 et 17 ans révolus. Nous les retrouvons studieux, en pleine réalisation de devoirs de maison. Eux aussi reçoivent quotidiennement des formations initiées par l'UNICEF. Ces adolescents rêvent de devenir mécaniciens et élèves après leur passage dans ce centre socio-éducatif. Dans le centre, on reçoit les formations de mécanique. J'espère être un grand mécanicien demain. À l'école, j'ai pu fuir pour aller dans la rue. J'ai vu les conséquences de la rue. La rue n'est pas pour les enfants. Quel avenir donc pour ces ex-enfants de la rue après cette crise sanitaire qui secoue le monde entier? Une préoccupation pour Léontine Zagba, coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Elle fait un éclairage sur les actions menées par la tutelle. Nous sommes en train de travailler à la réinsertion familiale. Il y a certains qui viennent de l'intérieur. Alors, on ne peut pas aller à l'intérieur en ce moment. Donc, nous préparons tout cela. Nous faisons des formations, il y a des micro-projets, micro-enseignements, des focus group et il y a des formateurs qui viennent les entretenir. Depuis le démarrage du projet d'insertion et de protection des enfants de la rue, 627 enfants ont été sensibilisés et 67 d'entre eux ont été insérés dans 2 centres socio-éducatifs et 3 ONG d'Abidjan. Ces enfants, selon Léontine Zagba, seront tous accompagnés dans la réalisation de leur projet de vie, de sorte à ce qu'ils ne retournent plus dans la rue. Soyons donc tous solidaires des enfants de la rue et justement cette chaîne de solidarité qui devrait se solidifier en cette crise sanitaire. Justement, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient d'apporter son soutien aux forces de sécurité dans cette lutte. Ces dons en vivres et non-vivres ont été remis au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abou Sanogo. Ces forces de sécurité ont reçu le soutien de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone. Un soutien en vivres, non-vivres et kits de protection contre la pandémie à coronavirus réceptionné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. Ce sont ces forces-là qui nous aident à respecter les mesures barrières à leur manière, en faisant en sorte que sous couvre-feu, personne ne sorte, en faisant en sorte que la sécurité soit de mise. Donc nous sommes venus avec des vivres pour les soutenir dans leur effort de protection, de sécurité. Je voudrais au nom de tous les personnels de sécurité, tant les policiers que les agents de l'Office national de la protection civile, je voudrais donc en votre nom à vous tous dire merci à Madame la ministre de la Solidarité. Merci. Et surtout, félicitations. Notons que depuis le début de la pandémie du Covid-19, en plus des mesures prises par les autorités ivoiriennes pour casser la chaîne de transmission de cette maladie, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a lancé une chaîne de solidarité pour soutenir toutes les couches de la société. Soyons aussi solidaires des réfugiés et apatrides. Ils font partie des couches défavorables. Des centaines de milliers de ces personnes fuyant la guerre ou les catastrophes naturelles dans leur pays ont reçu des kits sanitaires et des vivres. C'est un don du gouvernement ivoirien qui vient ainsi comme une bouffée d'oxygène dans ce moment de crise sanitaire mondiale. Abdoulaye Koné. Ils sont Syriens, Congolais, Cambodgiens et Centrafricains, pour ne citer que ces nationalités. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, ces réfugiés vivant en Côte d'Ivoire, estimés à environ 2000 individus, dont 820 ménages, viennent de bénéficier de l'aide du gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères, à travers sa direction, appelée DARA, a décidé d'offrir aujourd'hui des kits comprenant principalement des matériels sanitaires, notamment
des gels hydroalcooliques, des masques de protection, du savon ainsi que des seaux, également des vivres, le tout d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, qui accueille des réfugiés sur son sol depuis 1972, est citée comme un exemple d'hospitalité. Le HCR a salué une action de haute portée humanitaire. Votre action, que je tiens à saluer ici très vivement, s'inscrit dans la droite ligne des orientations du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, qui, en ces temps difficiles, a appelé les États et les personnes de bonne volonté à ne pas oublier les personnes qui fuient la guerre et la persécution. En marge de cette cérémonie de remise de dons, plusieurs actions en faveur des réfugiés ont été dévoilées. Il s'agit de 2 arrêtés relatifs à la lutte contre l'apatridie, l'établissement du passeport biométrique et le vote d'un certain nombre de lois. Les Ivoiriens vivant au Niger, impactés par la crise sanitaire, ne sont pas oubliés. Ils ont reçu le soutien de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit des dons en vivres et non vivres qui ont été distribués à ces Ivoiriens qui ont dû arrêter leurs activités du fait du coronavirus. Avec eux, des étudiants ivoiriens installés dans ce pays. Éric Goré. La solidarité ivoirienne franchit les frontières de la Côte d'Ivoire. Cette solidarité à l'ivoirienne touche ses compatriotes vivant au Niger, dont les activités sont frappées par la menace du Covid-19. C'est pour leur permettre de surmonter un tant soit peu cette situation que des dons en vivres leur ont été distribués, à l'initiative du consul de la Côte d'Ivoire au Niger. Akesse Victor répond à la chaîne de solidarité lancée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom du ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, au nom du ministère des Ivoiriens de l'étranger, j'ai l'honneur donc d'offrir aux familles précaires impactées par le Covid-19 vivant au Niger des dons de vivres en tonnes de riz et d'huile, ainsi que des cartons de sucre. Ces dons ont été respectivement distribués aux restaurateurs, aux tenanciers de maquillés-bars et à certains Ivoiriens intervenant dans d'autres secteurs d'activité, dont les étudiants. Un réconfort pour ces bénéficiaires. Je dis merci, parce qu'il a pensé à nous. Il a pensé à nous, parce que vraiment nos activités sont arrêtées. Il a donné une somme pour qu'on prenne pour s'aider. Avec ce qu'on fait là aussi, là, vraiment, Dieu a fait que tout est rentré en ordre. Avant ce geste en faveur des Ivoiriens, le consul de la Côte d'Ivoire au Niger était à la tête d'une délégation ivoirienne pour apporter son soutien aux autorités du Niger. La représentante de l'Union africaine a initié une visioconférence pour faire le point de la progression de cette pandémie. Les experts et les diplomates ont noté que la vigilance est de mise dans tous les pays, mais recommandent le respect des mesures barrières afin de bouter hors du continent ce virus mortel. Issa Tchonayeo. L'Union africaine, UA, continue de se mobiliser pour contenir la pandémie du coronavirus dans les différents pays. Une deuxième vidéoconférence à Abidjan a permis à des experts de l'Union africaine et des diplomates africains accrédités en Côte d'Ivoire de faire le point de la maladie à ce jour sur le continent. Dans tous les pays africains, on a adopté des plans de riposte et on s'associe également à la recherche pour des protocoles de traitement contre le coronavirus. On a par exemple le cas de Madagascar. Mais la recherche se poursuit. Il sera difficile pour nous qui sommes des novices de pouvoir dire que l'Afrique a contenu la maladie. Continuons à observer les mesures barrières, celles qui sont susceptibles de nous empêcher effectivement d'être contaminés et de contaminer nos voisins. Le Covid-19 fait moins de ravages en Afrique que sur les autres continents, contrairement aux craintes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au début de la pandémie. Des résultats à mettre au compte de l'anticipation des chefs d'État africains selon les experts. Nos chefs d'État, c'est l'occasion de les féliciter, tous les chefs d'État africains,
qui se sont réunis, qui continuent à se réunir même en vidéoconférence, travaillent, mettent en place des stratégies, même au niveau sous-régional, pour que ce qui s'est passé ailleurs se passe sur le continent, mais de manière à éviter trop de morts sur le continent africain. La riposte contre le coronavirus est certes avérée, mais il faut rester prudent et respecter à la lettre les mesures barrières, recommandent les experts africains. Ils affirment que c'est à ce prix que l'Afrique gagnera la bataille définitive contre le Covid-19. Je vous livre à présent ce communiqué qui nous est parvenu. Il émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre Pascal Abina, hospitalisé pour une grosse fatigue dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai, a été déclaré positif au test du Covid-19 ce mardi 5 mai 2020 suite à un nouveau prélèvement effectué à la clinique Farah et confirmé par l'Institut Pasteur d'Abidjan. Monsieur le ministre est pris en charge par les services compétents et son état est stable. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres la gravité de cette maladie et inviter chacun au strict respect des mesures barrières. Communiqué signé de Jean-Jacques Kanga, directeur de cabinet au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le Covid-19 est une menace, le paludisme aussi. Il faut donc accentuer la sensibilisation. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée, je rappelle, le 25 avril dernier. Et ici, en Côte d'Ivoire, la direction du programme national de lutte a animé un point presse dans la commune de Cocody pour sensibiliser les populations en cette crise sanitaire. Sidonie Davila. Le bilan de l'année écoulée fait état de ce que le paludisme n'est plus la première cause de décès en Côte d'Ivoire, se réjouissent les experts de la santé. Malgré la survenue du Covid-19, la Côte d'Ivoire, classée parmi les pays à fort impact du paludisme, continue de se battre contre cette maladie, notamment pour la mise en œuvre des interventions efficaces. En Côte d'Ivoire, le paludisme demeure toujours un problème majeur de santé publique. De par sa fréquence élevée, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. En termes de décès, notre pays est passé du 9e rang au 14e rang sur les 20e pays pourvoyeurs des cas de décès, de 2017 en 2018. De 2021 à 2025, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, a en perspective plusieurs projets. Les stratégies avancées dans les quartiers précaires comme Abidjan et Saint-Pedro dans les gros villages, ou les chefs de région, c'est d'avoir au moins une couverture de 93% des populations en moustiquaires pour la campagne des masses, la routine pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans et la distribution communautaire. Ces interventions seront mises en œuvre selon une approche stratifiée en fonction de l'endémicité, la résistance des moustiques aux insecticides. Si les symptômes du paludisme peuvent s'apparenter à ceux du Covid-19, le directeur coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme insiste sur quelques recommandations. Quand vous avez une fièvre, le premier diagnostic à quoi vous pensez en Côte d'Ivoire, c'est le paludisme. Donc devant chaque fièvre, il faut faire le test de l'insuline rapide, le TDR ou la goutte épaisse. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée avec faste tous les 25 avril, n'a pas connu la même ambiance cette année du fait du coronavirus. Mais l'objectif reste le même, 0 palu, je m'engage. 0 palu, je m'engage. Espérons que l'appel sera entendu. L'actualité, c'est aussi cette rencontre entre la Commission électorale indépendante et les partis politiques, rencontre qui s'est tenue ce jour au siège du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Et ces échanges ont porté justement sur l'organisation des futures élections en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale et son mode opératoire. On en sait plus avec Konaté Moussa. Rencontre entre la Commission électorale indépendante et les partis politiques pour faire le point de l'état d'avancement du processus électoral en Côte d'Ivoire. Des échanges à l'initiative du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de son projet dénommé « Appui aux élections ». L'objectif principal de ce projet est d'accompagner la Commission électorale indépendante à organiser des élections apaisées, inclusives et transparentes.
Cette concertation vise à recueillir les avis des partis politiques sur divers sujets, notamment l'enrôlement et le mode opératoire de la révision de la liste électorale. Du 10 au 24 juin, tel que indiqué, cette fois-ci, la commission électorale veut faire en 2 étapes. Une inscription en ligne, ça c'est des propositions, ce n'est pas encore validé, pour ceux déjà qui existent sur la liste électorale. Et puis bon, pour les autres, du 10 au 24, ils vont ouvrir l'ensemble des centres sur l'ensemble du territoire, de sorte qu'il y ait une inscription physique. Lors des décisions qui ont été prises pour le mode opératoire, ce que les partis politiques ont surtout demandé, c'est que la durée de l'opération de recensement soit au moins 2 mois et qu'on puisse pouvoir se recenser avec soit la carte nationale d'identité, soit avec certificat de nationalité. Privilégier le partenariat entre la CEI et les partis politiques, c'est la vision du président Ibrahim Kouibia Koulibaly. Il se réjouit de la tenue des échanges. Autant qu'ils sont autour de cette table, chacun a fait des propositions pertinentes dont on va tenir compte pour l'élaboration du mode opératoire qui va commander à l'exécution de la révision de la liste électorale. Donc un document sera distribué aux uns et aux autres pour que chacun puisse s'en imprégner, pour que désormais chacun sache ce qui se passe à la commission électorale indépendante. Après les partis politiques, la commission électorale indépendante prévoit autre rencontre avec les organisations de la société civile. Et on en arrive à ce fait qui s'est déroulé dans le département de Jacquesville. Dans la nuit de dimanche à lundi, une violente tornade a emporté la toiture de la paroisse de Tiagba. À part les murs, plus rien ne reste de cette église d'une capacité d'accueil de près de 500 personnes, une situation qui affecte les fidèles chrétiens catholiques du célèbre village Tiagba, connu pour ses habitats sur pilotis. Walter Amadou Ouattara. Un peu plus d'1 heure de route sur piste pour accéder à Tiagba. Situé à environ 50 km de Dabou, ce village est connu pour ses maisons sur pilotis. La quiétude des populations a été troublée par une tornade dans la nuit du dimanche à lundi. Une partie de la toiture de l'habitation des instituteurs mitoyennes à l'école du village et toute la charpente de la quasi-paroisse Saint-Jacques ont été emportées par un violent vent. Depuis le presbytère où j'habite, j'ai pu observer que la toiture de l'église avait volé en éclats et je suis descendu pour voir, pour constater de mes yeux. Effectivement, le constat a été triste. C'est un désastre total. Il n'y a plus rien, tout est à faire. L'électricité, le carrelage, le plafond et tout. Fondée en 1956, la quasi-paroisse Saint-Jacques de Tiagba a bénéficié récemment de travaux de réhabilitation. Le président du Conseil des sages dénonce la qualité des travaux de la charpente exécutés sans le consensus de tous les paroissiens. Ça fait de la peine. Une grande toiture comme ça, sans fil d'attache, sans rien. On lui a dit, tous les étrangers qui venaient au décès ici nous disaient que le travail a été mal fait. C'est devant nous que cette église a été construite. Mais c'est pour la première fois que cela nous arrive, malgré les grandes tornades qu'il y a eu dans cette région. L'émissaire de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier de la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges de Yopougon apporte la consolation de l'église catholique. L'effort, n'est-ce pas, consenti par la communauté en une nuit, pas en ruine, c'est vraiment la désolation, j'imagine, et c'est la peine. Et cette peine-là est partagée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier qui apporte, n'est-ce pas, son soutien spirituel à l'ensemble des chrétiens de la quasi-paroisse de Tiagba. La quasi-paroisse Saint-Jacques a une capacité d'accueil de près de 500 personnes. Ce village lacustre compterait plus de 5000 habitants. Et l'État ivoirien est solidaire des fidèles chrétiens de Tiagba. Le conseiller technique du président Alassane Ouattara a exprimé aussi sa solidarité à l'endroit de certains musulmans des quartiers de Cocody et du Plateau. Il leur a offert des kits alimentaires et des kits de protection. Et selon Lassina Ouattara, ces dons s'inscrivent dans le cadre de la caravane Ramadan 2020 qui a pour objectif de soutenir la communauté musulmane. Kone Pagassoro. Ces balayeux situés non loin du 3e pont dans la commune de Cocody reçoivent des mains du conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara des kits alimentaires et de protection. Une action qui s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de son projet Caravane Ramadan 2020. Objectif, soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de piété et de partage. Comme elle, les balayeurs de plusieurs autres quartiers de la commune et celles du plateau ont bénéficié de ces dons du chef de l'État. Sur le chemin, agents de sécurité privés, automobilistes, passagers, jardiniers, riverains, personnes du troisième âge, jeunes et élus, tous ont été servis. Ils n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. Je suis très contente de recevoir ce don. Je dis merci au président. On n'a pas regardé nos situations, puis bon, il devait nous donner ça. Vraiment, je lui remercie beaucoup. On ne s'attendait pas à ça. Donc vraiment, les mots nous manquent. Tout ce qu'on peut lui dire, on peut lui dire merci, merci. Je voudrais dire merci à celui des mains de qui j'ai reçu le don. Parce que exécuter un mandat de bonne foi n'est pas digne de tout le monde. Alassane Ouattara, très sensible par le travail que ces femmes abattent chaque jour, les a félicités et encouragées pour leur dévouement et leur abnégation à la tâche. Aujourd'hui, on a fait ces caravanes pour les balayeuses. Ceux qui sont dans la rue, il faut les aider. Hein? Et ils étaient contents aujourd'hui. Et je les encourage de nous aider à rendre la vie propre. La pandémie du coronavirus humain oblige. Ces femmes ont été sensibilisées sur l'importance du respect des mesures barrières. La caravane Ramadan 2020 sillonnera les prochains jours les différentes communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur. Restons solidaires, faisons bloc contre le Covid-19. Bonne santé à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À demain 20h.